Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, je vous propose une histoire mystérieuse, mais bien réelle, qui va nous emmener en Égypte ancienne. Alors installez-vous confortablement, vous pouvez vous asseoir ou vous allonger, fermez les yeux et relâchez vos épaules pour en évacuer la tension. Cette histoire va nous transporter une nouvelle fois en Égypte ancienne. Déjà pour explorer un peu cette rumeur, cette légende d'une soi-disant malédiction qui frapperait ceux qui violent les tombes des pharaons. Cette histoire a connu un pic de popularité après la découverte de la tombe de Toutankhamon dans les années 1920. Et c'est de tout ça dont je vais vous parler. Alors merci d'évaluer positivement cet épisode, ou la chaîne de la Bibliothèque des rêves, selon l'endroit où vous écoutez. C'est important pour son développement. Si vous commentez, c'est encore mieux. Et maintenant, commençons. C'est une des plus extraordinaires découvertes archéologiques de tous les temps. En 1922, un archéologue britannique, Howard Carter, découvre une tombe royale qui était restée inviolée pendant plus de 3000 ans, presque par accident. Vous savez qu'à une époque de l'histoire égyptienne, qu'on appelle le Nouvel Empire, entre les 16e et 11e siècles avant Jésus-Christ, la capitale de l'Égypte unifiée avait pour plusieurs siècles été déménagée au sud, à Thèbes. Thèbes, c'est son nom grec. Les Égyptiens appelaient la ville Ouasset ou Ouesset. On considère le Nouvel Empire comme une période distincte de l'histoire égyptienne, parce que comme l'Ancien et le Moyen Empire, c'est une longue phase d'unité politique. Le Nouvel Empire commence par la reconquête de toute l'Égypte, depuis le sud, depuis la Haute-Égypte, par une dynastie qui régnait sur Thèbes. Reconquête contre qui? Contre des rois étrangers, dont le peuple était entré en Égypte depuis le Moyen-Orient, les Hyksos. Ils avaient progressivement pris le contrôle de l'Égypte, déjà le delta, au nord, à une époque où le royaume était affaibli, à la fin du Moyen Empire, et ils avaient renversé la dynastie régnante de Pharaon pour les remplacer. Pour autant, la culture égyptienne n'en avait pas été très affectée, surtout en Haute-Égypte. Pour régner sur le pays, les Hyksos avaient adopté les symboles du pouvoir ancestral, donc ils régnaient comme Pharaon. Leur pouvoir était bien établi au nord, dans le delta, mais au sud, ils contrôlaient l'Égypte par l'allégeance de nobles égyptiens qui leur payaient des tributs, et qui parfois aussi se révoltaient. Au XVIe siècle avant Jésus-Christ, une révolte menée par des souverains de Ouesset réussit ce qui paraissait impossible. En quelques années, elle expulse les Hyksos d'Égypte et rétablit des souverains égyptiens sur le trône. Une nouvelle dynastie, la 18e dynastie. Beaucoup des pharaons les plus célèbres de l'histoire égyptienne appartiennent à cette dynastie. Ils ont laissé des monuments extraordinaires, en particulier dans leur capitale, qui est toujours une ville aujourd'hui, Luxor, sur le site de l'ancienne Ouesset ou Thèbes. Durant cette époque de la 18e dynastie, l'Égypte brille plus que jamais. Elle est prospère, elle est une grande puissance militaire, expansionniste,
elles conquièrent des terres au sud, la Nubie, et à l'est, au Levant. Et il y a des périodes de troubles, ponctuellement. Mais en général, l'Égypte est stable et unifiée pour l'essentiel de la période du Nouvel Empire. Et c'est pour ça qu'on le considère comme une période, un arc de l'histoire égyptienne. Donc, à l'époque, les pharaons règnent depuis Thèbes, et ils sont généralement enterrés en face, sur la rive occidentale du Nil, là où le soleil se couche. La tradition d'enterrer les rois dans des pyramides s'était éteinte depuis longtemps, mais pas celle de les enterrer avec des trésors et des offrandes qui les accompagnaient dans l'au-delà. Et au Nouvel Empire, on les enterre dans des tombes souterraines, creusées dans la roche. Pour les pharaons du Nouvel Empire, il y a une grande concentration de ces tombes dans la vallée des rois, la vallée des reines pour leurs épouses également, et aussi sur la rive ouest du Nil. Et enfin, on y trouve un grand nombre de tombes plus modestes pour des aristocrates jusqu'à des gens ordinaires qui y sont creusés. Pendant des siècles, le creusement et la décoration de tombes y sont une activité incessante. Et il y a des villages d'artisans qui y travaillent, à proximité. La tombe de Toutankhamon, qui est un pharaon de la 18e dynastie, est l'une d'entre elles. Évidemment, cette concentration de tombes, avec leurs trésors, a attiré rapidement les pillards. On peut sceller les tombes, les cacher, les garder, mais in fine, ça ne peut pas durer éternellement. Il faut un État organisé pour empêcher les pillards de chercher et d'ouvrir les tombes pour s'emparer de leur contenu. Il était inévitable que des tombes soient visitées, et ça commence dès l'Antiquité, bien avant que l'ancienne Égypte ne se termine. Une majorité des tombes de la vallée des rois sont profanées en creusant des tunnels, des galeries, ou simplement en découvrant leur entrée souterraine une fois qu'elles ne sont plus surveillées. C'était une activité risquée pour les pillards. Ils s'exposaient à des châtiments très sévères, l'exécution. Mais ça pouvait aussi être très lucratif. Même un pharaon ou un noble mineur pouvait être enterré avec une grande quantité d'or, avec des objets et des bijoux, des pierres précieuses aussi. Et dans les siècles suivants, comme au Moyen Âge par exemple, les momies elles-mêmes pouvaient être revendues. Tout ça pouvait faire la fortune des pillards, et donc au long de l'Antiquité et après, le pillage de tombes fait rage. Si bien que quand apparaît l'égyptologie comme discipline, quand l'archéologie s'intéresse à l'Égypte au XIXe siècle, presque tout a déjà été pillé et dispersé, y compris les momies, qui ont une certaine valeur commerciale au Moyen Âge. Elles étaient placées dans leur cercueil avec des amulettes, des porte-bonheur, des bijoux, enveloppés avec elles dans les bandelettes de lin, pour protéger et accompagner le défunt dans la mort. Et les momies elles-mêmes ont une valeur parce qu'on leur prête des pouvoirs pour fabriquer différentes potions ou participer à des rituels. Donc les tombes sont pillées. Mais il y a quelques rares exceptions, quelques cas où par chance, des tombes ont été oubliées ou jamais trouvées. Et Toutankhamon est un de ces cas. Enfin presque, parce que sa tombe a été visitée dans l'Antiquité, à une date inconnue. Des choses en ont été déplacées et volées. Mais le sarcophage qui y contenait la momie et une grande quantité d'objets y ont été laissés
pour des raisons inconnues, l'entrée de la tombe a été refermée et le secret de son emplacement a été probablement perdu. Tout ça s'est probablement déroulé à l'époque de l'Égypte antique encore, parce qu'au-dessus de la tombe, un petit village de huttes pour des ouvriers de l'époque du Nouvel Empire a été construit, environ 200 ans après l'enterrement de Toutankhamon, pendant les dernières décennies du Nouvel Empire. Ce village a peut-être bien protégé la tombe d'autres voleurs, parce que qui allait imaginer qu'il y avait une tombe royale sous des huttes pour travailleurs? Et pour la même raison, la découverte de la tombe au XXe siècle est accidentelle. L'équipe d'archéologues, dirigée par Howard Carter, fouillait le site de ces huttes d'ouvriers, en cherchant des vestiges correspondants pour en apprendre plus sur ces ouvriers du Nouvel Empire. Et au lieu de ça, un jour, un jeune Égyptien qui travaille au déblaiement du site tombe sur une pierre qui s'avère être la première d'une volée de marches. Un escalier qui descend, taillé dans le roc. Il prévient de sa découverte, et Carter fait excaver les premières marches, ce qui révèle le haut d'une porte, un chambranle sous le sol. Ça indique la présence d'au moins une chambre souterraine, peut-être plus. Et étant donné que cette structure est sous un site vieux de 3000 ans, il est probable qu'elle n'ait pas été visitée depuis extrêmement longtemps. Donc Carter comprend tout de suite que c'est une grosse découverte, même s'il n'a encore aucune idée de l'importance qu'elle va avoir. Il alerte de sa trouvaille, et il commence lentement, prudemment, à déblayer cet escalier qui descend. Sur les murs, ça révèle des cartouches. Un cartouche, c'est cet encadrement au bord arrondi qui entoure certains hiéroglyphes, notamment des noms. C'est un peu comme un sceau. Donc ça révèle des cartouches qui portent le nom de Toutankhamon, un pharaon de la 18e dynastie. Mais c'est un nom obscur, un nom connu seulement des experts, parce qu'il était un roi de faible importance historique, qui avait gouverné très jeune, avant de mourir sans avoir rien accompli de mémorable. Mais quand même, un pharaon. Les marches forment un couloir descendant qui avait été bouché avec des pierres entassées, une façon courante de bloquer l'entrée des tombes une fois que leur occupant y avait été installé. Mais on voit aussi rapidement, sur le côté, un tunnel, une petite galerie qui a été creusée à travers cet obstacle, et ensuite remplie avec des gravats, ce qui aussitôt déçoit l'équipe d'archéologues, parce que ça indique que la tombe a été visitée, certainement dans l'Antiquité, et qu'une fois de plus, on va la trouver vide ou au mieux endommagée. À la fin du tunnel, on trouve une seconde porte, une porte de pierre, qui elle aussi a été trouée en creusant et ensuite rebouchée. Donc on s'attend à trouver une tombe pillée. Mais c'est quand même une découverte qui peut être riche d'enseignements. Alors un trou est pratiqué dans cette deuxième porte, et aussitôt un courant d'air chaud en sort. Il s'échappe de la chambre derrière, un air qui n'a pas été respiré en 3000 ans. Carter place une bougie près de l'ouverture et peut jeter un œil de l'autre côté. Dans la pénombre, il voit émerger des statues qui ressemblent à des animaux étranges, des objets
et partout, l'éclat de l'or qui resplendit sous la lumière de la bougie. Malgré les tentatives pour la piller, la chambre funéraire derrière la porte regorge de merveilles. Ce qui était une découverte notable devient la découverte archéologique du siècle. Et Carter a la présence d'esprit de procéder très lentement, en demandant de l'aide, pour explorer méthodiquement et prudemment la tombe de Toutankhamon. Et à cet égard, c'est une grande chance que la tombe n'ait pas été découverte plus tôt. Au XIXe siècle, les égyptologues seraient probablement entrés immédiatement. Ils auraient pris des notes et fait des croquis. Mais ensuite, ils auraient tout déplacé et sorti, sans étudier précautionneusement toute l'information que la disposition des objets ou leur état de conservation pouvait fournir. L'égyptologie du XIXe siècle était quelque part entre la science et le pillage de tombes. Dans les années 1920, par contre, l'archéologie est déjà devenue beaucoup plus méthodique, analytique. On la prend au sérieux. Donc on va faire des photographies de tout, et en détail, avant de toucher quoi que ce soit. Chaque objet sera enlevé lentement et prudemment, et on va prendre tout le temps nécessaire plutôt que de se précipiter sur le sarcophage pour l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Les derniers objets sont sortis de la tombe en 1930, 8 ans après la découverte, et la momie elle-même de Toutankhamon est dévoilée en 1925, soit 3 ans après avoir découvert l'entrée de la tombe. Un siècle auparavant, elle aurait sans doute été sortie quasiment le jour même. Mais durant cette exploration de la tombe, dans les années 20, plusieurs décès de personnes qui avaient participé à la découverte ou qui y étaient descendues sont rapportés dans la presse. Ça commence avec le principal soutien financier de la campagne de fouilles de Carter, un comte anglais, George Herbert, le comte de Carnarvon. En avril 1923, 4 mois après l'ouverture de la tombe, il meurt d'une infection qui avait commencé par une piqûre de moustique. 6 semaines plus tard, c'est un visiteur de la tombe qui meurt sur la Côte d'Azur, George Jay Gould, le fils de Jay Gould, qui était un magnat, un entrepreneur des chemins de fer américains. Après sa visite de la tombe, il avait développé une fièvre qui l'a emporté quelques semaines plus tard. 5 ans plus tard, en 1928, c'est un des membres de l'expédition de Carter qui développe une pneumonie et qui meurt après plusieurs années de maladie, qui ont commencé peu de temps après la découverte. Et enfin, en 1929, c'est le secrétaire de Carter, Richard Bethel, qui meurt de suffocation en s'étouffant à son club à Londres. On remarque aussi des accidents, non mortels mais sérieux. Par exemple, peu de temps après l'ouverture de la tombe, Carter trouve un cobra, un serpent très venimeux et aussi un symbole utilisé par les pharaons, juste en rentrant chez lui, là où logent les archéologues. Des écrivains, mais surtout des journalistes, s'intéressent à ces accidents. Et dans les années 1920 et 30, des articles et des histoires sur une supposée malédiction de Toutankhamon, ou plus généralement, une malédiction des pharaons, se répandent dans la presse.
Ces histoires suggèrent, ou parfois affirment, l'existence d'une malédiction lancée par les pharaons contre ceux qui profaneraient leurs tombes, pillards ou archéologues. Cette histoire, cette sorte de légende urbaine, s'installe à partir des années 30 dans la culture populaire. Non pas forcément que beaucoup de gens y croient, mais parce qu'elle a tout d'une histoire excitante, des rois anciens, une civilisation qui fascine profondément les foules, de l'occulte, des découvertes fabuleuses de trésors cachés, l'homme moderne confronté à d'anciens mystères ou à la magie. Sous plein d'angles, cette histoire est séduisante, presque irrésistible. Mais est-ce que sérieusement on peut envisager une malédiction? Est-ce que ces morts sont juste des coïncidences, ou au final des décès normaux statistiquement, qui auraient été utilisés pour créer une histoire? Et sinon, est-ce que quelque chose dans cette tombe aurait pu tuer ceux qui y sont entrés? On va examiner ces différentes hypothèses, mais déjà, pour savoir si les anciens Égyptiens et les pharaons avaient l'intention de jeter ce type de malédiction, il faut parler de l'enterrement des pharaons et comment leur tombe était protégée. Je vous disais auparavant que Toutankhamon était un nom seulement connu des experts, des égyptologues, avant la découverte de sa tombe. C'est parce qu'il est mort jeune, à 18 ou 19 ans, et que son règne n'a pas vu d'accomplissement en particulier. Sauf que c'est sous son règne qu'a été restaurée la puissance de l'ancienne religion, et en particulier le culte d'Amon. Son père était probablement Amenhotep IV, aussi connu comme Akhénaton. Et Akhénaton est une figure singulière dans l'histoire égyptienne. Il impose le culte d'Aton, ou de l'Aton, le disque solaire, aux dépens des anciens dieux d'Égypte, et en particulier sous la 18e dynastie à laquelle il appartient. Le culte le plus puissant, le plus riche et le plus influent, c'est celui d'Amon. Un dieu longtemps mineur, local, pendant une grande partie de l'histoire égyptienne. Mais comme son culte était important à Ouesset, la base de la reconquête de l'Égypte au tout début du Nouvel Empire, il connaît une ascension fulgurante. De patron d'Ouesset, de Thèbes, Amon devient le patron des pharaons d'Égypte, et les faveurs se déversent sur ses temples et sur son clergé. Les terres, les trésors, les monuments. Le grand complexe de Karnak, à Luxor, à Thèbes, était dédié en priorité à Amon. Pour des raisons qui ne sont pas précisément connues, Amenhotep IV rompt avec le culte d'Amon. Il ne l'interdit pas, mais il lui retire la faveur royale. Ces raisons pourraient avoir été politiques, parce que le clergé d'Amon avait acquis un pouvoir jugé excessif. Ou peut-être personnel. Peut-être que Akhénaton croyait sincèrement qu'il fallait une révolution religieuse en Égypte, ou un mélange des deux. En tout cas, la rupture a lieu, et elle plonge l'Égypte dans une crise. Au niveau militaire ou diplomatique, le pouvoir d'Akhénaton est assez effacé, faible. Il se désintéresse de ses problèmes. Et l'Égypte, qui avait soumis des régions étrangères, perd pied en dehors de ses frontières pendant le règne de Amenhotep IV. Et sur le plan interne, sa réforme religieuse ne prend pas.
Les clergés de tous les autres dieux lui deviennent hostiles, évidemment. Le peuple ne suit pas. Et l'Égypte connaît sa première crise sérieuse depuis le début du Nouvel Empire. Elle s'en remettra, mais pas la 18e dynastie, qui va être remplacée par la 19e, un peu plus d'une vingtaine d'années après la mort d'Amenhotep IV. Akhénaton construit aussi une nouvelle capitale, Akhet-Aton, l'horizon d'Aton, aussi connu sous le nom d'Amarna. Et il change son nom de Amenhotep à Akhénaton. À sa mort, qui a probablement été accueillie avec soulagement par beaucoup d'Égyptiens, il y a une période de flottement pendant quelques années. Mais finalement, Amarna est abandonnée et la vieille religion est restaurée. Le successeur légitime, ou celui qui est choisi, est Toutankhamon. On pense que c'est un fils d'Akhénaton, mais ça n'est pas totalement certain. Donc Toutankhamon est couronné, mais c'est un enfant de 8 ou 9 ans seulement. Et il est probablement soutenu, ou plutôt utilisé, par le parti de la Restauration, notamment par le clergé d'Amon. Donc, le plus possible, on efface ce qu'a fait Amenhotep IV, la capitale est ramenée à Thèbes, le nom d'Akhénaton est effacé de beaucoup de documents et de monuments, presque tous. Et on cherche à laisser derrière cette expérience hérétique malheureuse. Mais aussi, plus largement, la longue période d'instabilité, de faiblesse qu'a été le règne d'Akhénaton. Et c'est pour ça que Toutankhamon est perçu comme une figure mineure. Il règne une dizaine d'années, mais c'est un enfant et ensuite un adolescent. Le pouvoir réel est probablement dans d'autres mains que les siennes. Peut-être bien celle de son grand vizir, une sorte de premier ministre, Haï. Ça s'écrit A-Y. Parce que quand Toutankhamon disparaît, sans enfant, Haï, qui était peut-être son grand-oncle ou le mari de sa grand-mère qui se serait remarié, Haï devient pharaon. Après ce règne de 9 ans, sans doute sans grand pouvoir personnel, parce que le pouvoir réel était dans d'autres mains, sans réalisation notable, alors que la 18e dynastie va se terminer, évidemment ça ne pouvait faire de Toutankhamon qu'une figure secondaire, obscure. Maintenant, le fait qu'il soit mort jeune, et probablement à un moment où on ne s'y attendait pas, ça éclaire un certain nombre de choses découvertes dans sa tombe. Déjà, le fait que même si les trésors trouvés dans sa tombe sont considérables, ils restent modestes en comparaison avec ce qu'ils étaient pour des pharaons plus puissants ou ayant régné plus longtemps que lui. Et la tombe elle-même est également assez modeste. J'en avais laissé la description au moment même où Carter regarde à travers la porte. Alors, reprenons, justement. Au-delà de cette porte, il y a une pièce appelée l'antichambre, avec des centaines d'objets personnels, dont beaucoup sont précieux. 3 lits différents, 4 chars. On pense que l'un d'entre eux était pour la chasse, un autre pour la guerre, et les 2 autres pour les parades. Dans un grand coffre, on trouve différentes parures militaires et des armes, des cannes pour marcher, des vêtements, une trompette en cuivre. Toutes ces choses sont des possessions personnelles laissées dans la tombe pour accompagner Toutankhamon dans l'au-delà. Mais cette antichambre est seulement un aperçu de ce qui vient après. Elle a été visitée avant d'ailleurs,
par ces voleurs qui ont violé la tombe dans l'Antiquité. Mais après l'antichambre, il reste 2 pièces de plus, où ils ont laissé un énorme trésor, et ils n'ont pas atteint le cercueil de Toutankhamon et sa momie. Ces 2 pièces sont la chambre funéraire et la chambre au trésor. Déjà, la chambre funéraire, où est placé le corps du défunt. La momie est dans un cercueil, lui-même placé dans d'autres cercueils de plus en plus grands. Et tout ça est mis dans un sarcophage, un grand cercueil de pierre, fermé avec un couvercle de granit. Et ce sarcophage est lui-même placé dans plusieurs grandes armoires de bois, là aussi les unes dans les autres, comme des poupées russes, chacune très décorée et couverte d'or. On appelle ces différents contenants successifs des châsses, avec un A accent circonflexe. Généralement, une châsse, c'est un coffre où on garde les reliques d'un saint. Mais le terme sert aussi dans ce contexte. Et les 2 dernières châsses, les 2 derniers niveaux qui contenaient le sarcophage et ensuite les cercueils, n'ont pas été atteints. Tout est resté intact au niveau du sarcophage et de son contenu. C'est aussi pour ça que étudier et vider la tombe pour atteindre la momie prend autant de temps. Il faut étudier chaque objet trouvé dans les châsses avant de passer à la suivante et les ouvrir avec un luxe de précaution pour ne rien abîmer ou ne pas perdre de détails. Tous ces éléments sont aujourd'hui au musée égyptien du Caire et on peut y voir tous ces objets et ces structures intactes grâce aux soins avec lesquels la tombe a été étudiée. La plus grande châsse, celle qui contient toutes les autres, occupe quasiment toute la chambre funéraire, en laissant seulement quelques dizaines de centimètres de chaque côté. Donc il n'y a pas de place pour grand-chose d'autre, et on retrouve seulement quelques récipients de parfums, des lampes et des rames de bateau placées sur les côtés, peut-être symboliquement, pour servir sur la barque solaire sur laquelle le roi doit voyager vers l'au-delà. Cette pièce, la chambre funéraire, est aussi très décorée de fresques. C'est la seule pièce décorée de la tombe. Sur le côté, il reste l'entrée d'une dernière salle, une dernière chambre, celle dite du trésor. Plus de 5000 objets, y compris une grande statue du dieu Anubis, beaucoup de statuettes de dieux et de déesses, et du pharaon, des maquettes de bateaux, 2 chars de plus, et encore bien d'autres choses. On peut penser que c'est beaucoup, surtout si on y ajoute les bijoux, les amulettes, ou le magnifique masque mortuaire qui couvre la momie dans le dernier cercueil. Mais pour un pharaon, ça reste quand même un enterrement relativement modeste. Déjà à cause de la tombe elle-même. Une seule pièce est décorée, la chambre funéraire, alors que d'ordinaire, toute la tombe était ornée de fresques, du sol au plafond. Il est possible que ce soit dû à un enterrement précipité, à cause d'un décès inattendu de Toutankhamon. Normalement, le creusement et la décoration de la tombe étaient anticipés de plusieurs années pour que tout soit prêt à temps. Mais dans le cas de Toutankhamon, il semble que la tombe ait été faite un peu à la va-vite. Son plan, sa structure, est différente de celle de la même époque. Et il est bien possible que cette tombe ait été creusée pour quelqu'un d'autre, peut-être un noble, et qu'elle ait été utilisée parce qu'elle était la seule solution disponible.
Comme je vous le disais, Toutankhamon n'était pas un souverain particulièrement prestigieux. Il n'a jamais gagné de bataille, ni fait de réformes importantes, ni construit de monuments remarquables. Il était handicapé aussi, ce qui pouvait être un problème pour un roi. Ça le faisait apparaître faible. Son pied gauche était déformé, ce qui l'obligeait à marcher avec une canne. Il avait une scoliose. On sait tout ça grâce à l'étude de sa momie. Et en plus, cette étude a révélé qu'il avait attrapé différentes souches de malaria. Donc il a dû avoir une vie assez difficile, aux prises avec la maladie. On peut supposer que pour la cour royale, les nobles égyptiens, les prêtres, il apparaissait comme un roi chétif, maladif, faible, et qui allait très probablement mourir sans héritier. On a quand même respecté les usages. À sa mort, Toutankhamon est enterré avec les rites dus à un pharaon. On prépare soigneusement sa momie. On déclare un deuil de plusieurs semaines pour le pays. Mais clairement, on ne fait pas d'efforts démesurés pour un roi secondaire, donc il a droit au service minimum. Comme je vous le disais avant, la célébrité de Toutankhamon est due uniquement à la découverte de sa tombe. Alors maintenant, revenons-en à cette histoire de malédiction. Est-ce que vraiment les anciens Égyptiens essayaient d'effrayer, de décourager les pilleurs de tombes avec des menaces de malédiction? Probablement pas. Il y avait peut-être des rumeurs sur le sujet. Il y avait sans aucun doute des châtiments très sérieux pour quiconque entrait dans une tombe royale, la peine de mort, et sans doute une mise à mort que les Égyptiens considéraient comme terrible parce qu'elle condamnait au néant à ne pas avoir sa chance de vivre dans l'au-delà. Ils pensaient que certaines formes d'exécution, comme la décapitation, avaient cet effet. Mais il apparaît qu'il y avait très peu de malédictions liées aux tombes dans l'Égypte ancienne. Autant la magie est souvent mentionnée, il y a des malédictions ou des promesses de représailles surnaturelles, mais pas à ce sujet. Peut-être parce que ça ne leur vient pas à l'idée, ou peut-être plutôt parce que l'idée de violer des tombes est trop dangereuse, trop terrible pour être mise par écrit. Si on écrit une malédiction ou des menaces à l'entrée d'une tombe, on admet que l'impensable peut arriver, que la tombe peut être pillée. Et on peut avoir peur, par superstition, de faire exister ce qu'on veut empêcher. Donc c'est peut-être par superstition, pour ne pas invoquer ce qu'on écrit, parce qu'on pense que les mots, l'écrit ont un grand pouvoir, qu'on évite de menacer d'éventuels intrus. Et dans ce cas, ces menaces auraient pu exister par oral et ne pas laisser de traces tangibles. Les rares exemples de malédictions écrites dans des tombes qu'on connaisse ne sont pas sur des tombes royales, mais plutôt sur des tombes privées, plus petites, pour des nobles de l'Ancien Empire. C'est-à-dire quand même 1000 ans avant l'époque de Toutankhamon. Et même quand on trouve ces inscriptions, elles ont l'air plus adressées aux prêtres qui doivent garder la tombe qu'à des pillards. Si les prêtres ne gardaient pas la tombe inviolée, il y aurait des conséquences pour eux. Mais les voleurs eux-mêmes ne sont pas mentionnés. Malgré ça, les anciens Égyptiens savaient très bien que le pillage de tombes existait. La principale mesure qu'ils prennent pour l'éviter, c'est de cacher les tombes, en les plaçant sous le sol et en les rendant difficiles d'accès. Mais en général, c'est insuffisant pour décourager les voleurs.
en particulier dans les périodes de crise en Égypte, quand le pays est déstabilisé et l'ordre n'est plus maintenu partout. Malgré ça, il n'y a rien dans les vestiges archéologiques et les textes qu'on connaisse qui soutiennent l'idée d'une malédiction des pharaons. C'est une invention ultérieure. En fait, d'ailleurs, ce concept de malédiction des pharaons apparaît au XIXe siècle, avec le développement de l'archéologie. Peut-être parce que la découverte de l'Égypte ancienne est fascinante, à de nombreux égards. Aussi parce que l'occulte, la magie, sont des choses qui attirent à cette période. Peut-être comme conséquence d'une société dominée par la science. On a besoin de réenchanter le monde. Probablement aussi parce que les égyptologues sont conscients qu'ils profanent des tombes quand ils font des fouilles. Ils le font avec des raisons scientifiques, mais parfois les pratiques autour des vestiges égyptiens sont plutôt sensationnalistes. On expose les momies dans des musées ou des événements privés, alors que ce sont des dépouilles. Et justement, un type d'événement mondain assez prisé, c'est d'ouvrir un cercueil égyptien. Un cercueil contenant une momie est amené plus ou moins légalement à Londres ou à Paris. Et les organisateurs de l'expédition archéologique qui l'ont trouvé font de l'ouverture de ce cercueil un événement mondain, avec une touche scientifique, et le frisson de la découverte en plus. On le fait parce qu'on est fasciné, que les momies sont des cadavres très anciens, que l'ouverture des tombes et des cercueils se justifie par l'étude de la civilisation égyptienne. Mais il y a quelque chose de vaguement obscène dans cet étalage, que les gens perçoivent quand même, et l'idée d'une malédiction qui viendrait punir cette curiosité malsaine en devient plus crédible, que ce soit consciemment ou pas. Donc, entre la fascination pour l'ancienne Égypte, la culpabilité, le goût pour l'ésotérisme et l'occulte, le terrain est fertile pour une bonne histoire de malédiction, et ça transpire dans la culture populaire. Les premières histoires, romans ou nouvelles autour des momies qui reviendraient à la vie, ou maudissent les profanateurs, apparaissent il y a près de 200 ans. Et la littérature fantastique avec des momies devient une niche comme une autre dans la littérature gothique au cours du XIXe siècle. En particulier dans la littérature britannique, avec d'autres créatures nées du folklore, de l'Antiquité ou de la science. Les loups-garous, les vampires, la créature de Frankenstein, les fantômes. Et tout ça fait qu'arrivé au XXe siècle, le schéma d'une malédiction liée à la profanation d'une tombe égyptienne, avec une momie, c'est quelque chose de reconnaissable et immédiatement compréhensible par le public qui lit les journaux et qui suit la découverte de la tombe de Toutankhamon. Sans toute cette préparation préalable de l'opinion publique, de la culture populaire, cette histoire de malédiction aurait eu du mal à prendre, probablement. Mais au contraire, quand la tombe est découverte, la nouvelle provoque un nouveau pic d'intérêt pour l'Égypte ancienne. Et ce cliché littéraire de la momie rencontre sans doute un autre cliché, une autre image qui s'est imposée depuis le XIXe siècle, celle de l'archéologue qui fait de fabuleuses découvertes, ou même du scientifique qui fait progresser la connaissance et illumine le passé, le présent, le futur. Cette figure positive est répandue en Europe dans la deuxième moitié du XIXe siècle. On aspire à cette image optimiste de foi dans la découverte, du moins jusqu'à la Première Guerre mondiale,
avec ses atrocités et la réalisation que la technique moderne peut semer une destruction comme on n'en a encore jamais vu. Donc, dans les années 20, quand Carter découvre cette tombe, on a cette sensation que quelque chose a été définitivement perdu. La belle époque, l'optimisme naïf, c'est fini. Ça s'est terminé avec les millions de morts et les destructions de la Première Guerre mondiale, qui a sérieusement affecté la foi dans le progrès. Évidemment, c'est moins le cas en Amérique, qui n'a pas connu les destructions sur son sol. Mais en Europe de l'Ouest, en 1922, on est encore face à des opinions publiques traumatisées. Et voilà que Howard Carter découvre une tombe fabuleuse, qui semble nous ramener au bon vieux temps, celui où l'explorateur, l'archéologue, l'inventeur européen dévoile, révèle, éclaire les merveilles du monde. On a une bonne dose d'exotisme, une civilisation ancienne et intrigante, un trésor fabuleux, une aventure. C'est le genre d'histoire qui réenchante le monde et ramène à des temps plus heureux et qui apparaissent a posteriori plus simples. Et ça contribue sans doute aussi à l'énorme intérêt qui entoure la découverte de Carter et son exploration progressive de la tombe, jusqu'à son paroxysme en 1925, avec l'ouverture du dernier des cercueils emboîtés. La presse est là. Tout ce qui parle de Toutankhamon se vend bien. Et comme souvent, la demande crée l'offre. Les journaux ne sont pas seulement intéressés par la tombe et la dimension archéologique. Ils s'intéressent aussi à tout ce qu'il y a autour. Qui a trouvé quoi? Comment? Qui sont ces gens qui gravitent autour des fouilles? Et quelle est leur vie? Seulement un mois après la découverte de la tombe, un article dans le New York Times parle de cette intrusion d'un cobra dans la maison occupée par Carter. Et comme le cobra est un symbole des pharaons, le parallèle est vite fait. Effectivement, le cobra est un symbole pharaonique, mais pas le seul, et il apparaît plutôt comme un protecteur placé sur leur couronne. Ensuite, ça s'accélère avec la mort de Lord Carnarvon, le financier de la campagne de fouilles de Carter, à cause de cette piqûre de moustique infectée qu'il avait subie. Le créateur de Sherlock Holmes, l'écrivain Arthur Conan Doyle, suggère que la mort a peut-être été causée par de mystérieux élémentaires, des créatures créées par les prêtres de Toutankhamon, pour protéger la tombe. Une déclaration qui n'est pas vraiment prise au sérieux et qui vient directement de cette littérature fantastique et de ce goût pour l'occulte dont je vous parlais avant. Mais ça entretient la frénésie médiatique. Et à partir de cette mort, des particuliers ou des journalistes cherchent activement des éléments qui pourraient être attribués à une malédiction. Des morts ou des accidents. Ça culmine en 1923 avec la mort de George Jay Gould sur la Côte d'Azur. Celui qui est mort de fièvre après avoir visité la tombe. Des rumeurs se répandent selon lesquelles des inscriptions à l'entrée de la tombe avertissaient d'une malédiction. Ce qui n'est pas vrai, c'est inventé. Mais malgré les dénégations, cette idée reste. C'est aussi le moment où une autre explication apparaît, plus rationaliste. Et si quelque chose dans la tombe pouvait tuer les gens qui y pénétraient? Une toxine, un champignon, qui les empoisonnerait et les ferait tomber malades. Aucun élément étranger n'est trouvé sur le premier mort, Carnarvon, dont on sait aussi qu'il n'en était pas à sa première infection. Il en avait eu d'autres,
longtemps avant de financer le travail de Carter. Mais peu importe, cette idée d'une sorte de poison présent dans la tombe, volontairement ou pas, reste et refait souvent surface. Chaque fois qu'il y a une tombe avec un piège à gaz, dans Indiana Jones, Tomb Raider, dans des jeux vidéo, le concept vient directement des années 20 et de ses spéculations sur la tombe de Toutankhamon. Alors, quelle preuve y a-t-il de l'existence d'une malédiction? On n'a vraiment pas grand-chose. Il y a eu 2 morts de personnes relativement jeunes, en 1923. 2 personnes qui avaient un lien avec la découverte. Le financier et un visiteur VIP de la tombe. Mais le groupe de personnes qui rentrent dans cette tombe en 1922 et 23 est beaucoup plus grand. Des dizaines, peut-être même des centaines de personnes. Des travailleurs égyptiens, toute l'équipe de Carter, des visiteurs officiels ou illustres qu'on laisse jeter un œil. Parmi les Égyptiens, aucune mort suspecte ou rapide n'est à déplorer. Dans toute l'équipe de Carter, la seule mort dans les années 20 sera celle de son secrétaire, des années après, à Londres. Carter lui-même meurt en 1939, 17 ans après la découverte. Il meurt à l'âge de 64 ans, et d'un cancer, pas d'une maladie infectieuse. Donc s'il y a une malédiction, elle est quand même très lente, et elle laisse beaucoup de monde de côté. Carter devient une star de l'archéologie après cette découverte. Ça transforme sa vie au-delà de ses espérances, sans doute. Donc s'il a été maudit pour avoir pénétré dans la tombe, on ne peut pas dire que la malédiction a été trop sévère. Mais comme on l'a vu avant, ce concept de la malédiction des pharaons, c'est plutôt un objet littéraire ou culturel du XIXe et du XXe siècle que quelque chose d'historique qui s'appuierait sur des éléments solides. Comme on l'a vu, il n'y a pas de malédiction ou de menace contre les pilleurs de tombes, les voleurs, en Égypte ancienne. Ou alors exceptionnellement, mais pas dans les tombes royales. Et cette idée qu'elle puisse être dangereuse à cause de bactéries ou de champignons toxiques, idée qui pourrait être raisonnable et qui méritait d'être étudiée, cette idée n'a pas été vérifiée par les analyses. On ne trouve rien. Donc difficile de conclure autre chose à propos de cette histoire, qu'il s'agit d'une légende, rien de plus, d'une création journalistique ou littéraire. Mais elle nous a donné l'occasion de faire une plongée dans l'Égypte de la fin de la XVIIIe dynastie. C'est la fin de notre histoire pour ce soir. Si vous n'avez pas encore sommeil, vous pouvez choisir une autre histoire de la bibliothèque des rêves qui vous emportera dans le passé, dans le futur, dans l'espace ou autour du monde. Ou alors vous pouvez vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.